1969, la ligne d'opposition entre les partis au pouvoir était déjà dessinée. D'un côté, Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, luttait pour sa survie politique aux côtés de jeunes Turcs et de radicaux. De l'autre, se tenait le Premier ministre délégué, également ministre des Finances, Morarji Desai. Le combat demeurait pour le parti du Congrès, chacun d'eux tentant de tenir une position moraliste. Indira Gandhi et ses partisans rappelant sans cesse que la principale réalisation du parti devait être la nationalisation des banques. Quelques-uns d'entre nous, qui étaient au parti du Congrès et étaient relativement jeunes, ont pensé que les ressources de la société étaient là, concentrées dans les institutions bancaires. C'était notre ferme conviction que ces ressources, qui étaient concentrées dans les institutions bancaires, étaient la propriété de la nation et de tous les gens, et qu'elles devaient être utilisées au profit de toutes les catégories sociales. En juillet 1969, la session du Congrès qui se tenait à Bangalore divisa le Congrès en deux. Le parti ratifia la résolution de nationalisation des banques, mais le ministre des Finances s'y opposa fermement. Le 16 juillet 1969, Indira Gandhi lui retira le portefeuille des Finances. Morarji Desai démissionna immédiatement du cabinet. To take full responsibility for the implementation of this program, Srimati Indira Gandhi took over the finance portfolio. Later, a presidential ordinance issued on 19th July nationalized 14 major banks. The step, said the Prime Minister, would quicken the pace of economic development. En novembre 1969, le parti du Congrès fut divisé. En février 1970, la Cour suprême annula l'ordonnance de nationalisation en la déclarant anticonstitutionnelle. Mais Indira Gandhi se servit d'une autre ordonnance pour nationaliser les banques une seconde fois. Le sentiment à ce moment-là était que la propriété privée et la gestion privée des banques ne faisaient pas assez pour aider l'agriculture, la petite industrie, les commerçants de détail et tous les autres secteurs importants de l'économie qui avaient été jusqu'à présent négligés. C'était là la motivation principale derrière l'idée de nationaliser les principales banques du pays. Mais ce jour-là, de nombreux économistes pensèrent que la nationalisation aurait pu être évitée. La raison pour laquelle je pense que la nationalisation des banques non seulement aurait pu, mais aurait dû être évitée, est que la gestion étatique a conduit à un niveau de contrôle élevé et des interventions gouvernementales nombreuses, non seulement en faveur des catégories sociales et individus prioritaires, mais surtout en faveur de ceux qui étaient préférés par les politiciens et ensuite par les bureaucrates. Selon les critiques, cette nationalisation était poussée par des contraintes politiques et économiques. Quand peu de temps après, le 27 décembre 1970, Indira Gandhi demanda la dissolution du Parlement, c'était pour elle le moyen d'abolir les portefeuilles privés des anciens Maharajas. Maintenant, le slogan qu'elle utilisait pour sa campagne électorale était « Garibi Hatao », à bas la pauvreté. La moitié de la population vivait au-dessous du seuil de pauvreté. Les besoins fondamentaux demeuraient la nourriture, les vêtements et un logement. Dès lors, ils devinrent les priorités du gouvernement. Lors de sa première politique économique depuis l'indépendance, le gouvernement désirait combattre la pauvreté et le sous-développement. Ce programme de croissance économique était devenu une urgence. 2 siècles de colonialisme avaient complètement atrophié le programme agricole indien. Il n'existait pas assez d'infrastructures significatives. Pour Nehru, les investissements dans l'industrie lourde étaient souhaitables. Il pensait qu'une industrialisation rapide résoudrait les problèmes du pays.
Partout en Inde aujourd'hui, où que vous alliez, dans les montagnes du nord, dans l'Himalaya, ou que vous descendiez dans le sud, vous trouverez que de grands travaux ont été entrepris, de grands projets d'aménagement des vallées et d'autres projets encore. Aussi, lorsque je pose la première pierre de ce Nastajun Sagar, c'est pour moi une cérémonie sacrée. Pour moi, c'est la fondation du temple de l'Inde, un symbole des nouveaux temples que nous construisons partout en Inde. Construites au bord de la rivière sacrée du Gange, les usines de la compagnie d'électricité BHEL symbolisent ce que Nehru avait appelé les temples de l'Inde moderne. Ici, dans la ville sacrée d'Haridwar, à côté des temples traditionnels, cela signifiait que tout était possible. C'était le deuxième projet en 5 ans qui permit un bond en avant de l'industrie lourde. Les arguments étaient simples. L'investissement dans le secteur public était impératif. L'emphase devait être mise sur l'industrie lourde pour atteindre l'indépendance économique tant escomptée. Le pandit Nehru n'a pas investi l'argent public dans ces entreprises d'une volonté libre, mais parce que personne n'était prêt à investir dans ces industries. Et l'on sait que le pandit Nehru est connu pour avoir dit qu'un pays de la taille de l'Inde ne peut pas dépendre de sources extérieures pour ses moyens de production de base. Cette période était synonyme d'installation de projets grandioses et l'établissement d'une politique d'intervention de l'État dans tous les secteurs. Cela signifiait que désormais, le secteur public pouvait occuper les plus hautes fonctions dans l'économie du pays. La première étape de la construction fut achevée en 1959, quand le président Rajendra Prasad inaugura l'usine de production d'acier. C'était un peu avant que d'autres secteurs de l'usine soient terminés. Au fil des années, l'opposition fit savoir que le secteur public était inefficace et symbole de gaspillage. Le gouvernement reçoit environ 2,4% de dividendes et d'intérêts sur 200 000 crores que le centre investit dans le secteur public, avec un taux moyen d'emprunt gouvernemental à 9,5%. Le taux marginal d'emprunt aujourd'hui est bien au-dessus de 13% pour le gouvernement. Aussi, 2,4 ou 2,5% de retour sur investissement est un taux ridiculement faible. Ce n'est clairement pas ce que nous devons faire. Mais beaucoup de personnes admettent que le secteur public a joué un rôle vital dans le développement de l'industrie pendant ces 50 dernières années. La vision de Nehru était que le secteur public serait le catalyseur du développement indien, parce qu'à travers le secteur public, son rêve était de socialiser les profits. Socialiser les profits, c'est faire d'une pierre deux coups. Les profits sont la plus grande source d'investissement. En socialisant les profits, vous accroissez aussi le taux d'investissement et l'accumulation du capital. Mais les profits sont aussi une source de revenus à distribuer. En socialisant le profit, vous réduisez les inégalités de revenus et de richesse. C'était son rêve. En dépit d'arguments persuasifs, le secteur public maintenait que ses objectifs sociaux avaient de sérieuses implications en matière de productivité. Mais le cauchemar de Gandhi était qu'une société dominée par les machines pousserait les villageois en dehors de leur campagne. Gandhi désirait maintenir un équilibre entre le progrès et une société de consommation à outrance. Il s'était engagé dans une politique d'indépendance économique en créant des industries familiales et des sociétés coopératives. Pour le Mahatma Gandhi, le rouet demeurait le symbole de sa lutte économique. Pas plus tard qu'en 1920, lorsqu'il organisa le boycott des textiles anglais, il demanda aux Indiens d'utiliser le rouet
en remplacement des machines et désirait que toutes les indiennes tissent elles-mêmes leur propre fil. Inévitablement, le caddie devint l'uniforme des combattants de la liberté. Grâce au caddie, la vision de Gandhi se transforma en emporium et en société coopérative. Le village d'Anand, dans le Gujarat, demeure le symbole du rêve de Gandhi. Au départ, un modeste producteur de lait, appartenant à une petite coopérative, produisait 200 litres de lait par jour. Durant les 50 années suivantes, il produisit grâce à sa coopérative plus d'1 million de litres de lait par jour, ainsi que du beurre et autres dérivés. Le nom de la marque est la célèbre marque Amul. Le succès de la marque Amul servit d'exemple à l'ensemble du pays, symbolisant l'approche économique développée par Gandhi. Ce dont nous parlons, c'est de chercher le plus grand développement possible. Il s'agit de la mise en valeur de l'homme. Développer la production laitière ou agricole n'est pas aussi important que la mise en valeur des hommes. Et pour les mettre en valeur, vous devez les impliquer dans le processus de développement. Vous devez créer des structures qu'ils dirigent. Vous devez leur donner des responsabilités pour qu'ils deviennent responsables. Malgré son immense respect pour le Mahatma Gandhi, Nehru était un homme pressé et pensait que les progrès du pays reposaient sur la science, la technologie et l'industrialisation. Publié en 1952, le premier plan quinquennal insistait sur le rôle de l'État comme facteur de changement. Le point le plus important demeurait le secteur agricole, particulièrement la production du grain alimentaire. Le secteur agricole, qui comprenait plus de 600 000 villages, contribuait à la survie économique du pays. Pour Nehru et ses collègues, la réforme de la terre était nécessaire au développement de l'Inde. Grâce à elle, la justice sociale et le bien-être économique seraient atteints. Même avant l'indépendance, le Congrès s'était engagé à poursuivre la réforme de la terre. Nehru déclara que la terre devait appartenir aux laboureurs, que les dettes rurales devaient être annulées et que les crédits d'État devaient remplacer les prêteurs sur gage, peu scrupuleux. Le but était d'effacer toute trace de féodalité, mais la réalité était bien différente. Dans la plupart des cas, les riches propriétaires fonciers résistèrent au changement. De plus, même si le zamindari était officiellement aboli, les réformes agraires avaient beaucoup de mal à se mettre en place. Même lorsqu'Indira Gandhi deviendra Premier ministre le 25 janvier 1966, l'Inde dut compter sur les importations pour nourrir sa population. En 1966, sécheresse et famine étaient présentes dans une grande partie du pays. À la fin de cette même année, le manque de nourriture et l'inflation galopante créèrent des tensions dans tout le pays. Indira Gandhi savait que pour nourrir l'ensemble de la population, il fallait être économiquement indépendant. Elle encouragea tous les agriculteurs à utiliser une variété de semences à haut rendement. À partir de 1968, nos efforts se sont tournés vers l'accroissement du rendement par hectare. Et ce résultat a été obtenu grâce à des variétés à haut rendement de blé, de riz, de jawar, de bajra, de maïs. Ces variétés ont été cultivées en contrôlant l'irrigation et la fertilité des sols. Les variétés à haut rendement sont capables de convertir l'irrigation en eau et les nutriments contenus dans le sol en grains. C'est ce que nous avons commencé à appeler la révolution verte. Le docteur Swaminathan était l'homme qui avait poussé le pays vers la révolution verte et il se souvient que ces jours avaient transformé le paysage rural de son pays. Quand un fermier pauvre, produit 5 tonnes de blé, alors qu'auparavant il n'en produisait qu'1 tonne,
L'ensemble des technologies associées à ce résultat se répandent comme une traînée de poudre. Tous les programmes gouvernementaux sont devenus des mouvements de masse, et ce fut une grande réussite. Autrement, la révolution verte n'aurait jamais pu se produire. Les programmes gouvernementaux auraient été sans effet. Cela devait se produire. Le gouvernement a été un déclencheur, un catalyseur. Mais ce sont les paysans qui en ont fait un mouvement de masse. Pendant plusieurs semaines, et cela chaque année, celui qui prédisait la date de la mousson devenait un véritable prophète. Dans son laboratoire, il observait et étudiait le mouvement des nuages qui devait annoncer la bonne nouvelle à tout le pays. Les nuages noirs qui apportaient les pluies torrentielles étaient le symbole de prospérité pour des millions de personnes. Mais après 50 ans, le paysage rural s'était complètement transformé et le lien avec la mousson était devenu infime. Pendant ces dernières décennies, l'Inde est devenue moins dépendante de la mousson qu'elle l'a été par le passé. Des efforts considérables ont été réalisés pour le développement de l'irrigation. De grands projets, aussi bien que les petits, ont été menés à bien. Un grand nombre de pompes tirant l'eau du sous-sol et un grand nombre de barrages, de grandes et petites dimensions, ont été installés. Je pense que, dans l'ensemble, il y a eu une amélioration considérable de l'indépendance de l'agriculture indienne à l'égard de la mousson. Avec les années, la famine n'était plus une fatalité. Et même si cela arrivait encore, elle était très vite enrayée. Grâce à la Révolution verte, le pays qui comptait autrefois sur les États-Unis pour subvenir à ses besoins produisait maintenant un surplus. Le modèle économique conçu par Nehru voulait que les capitaux privés puissent être mélangés aux industries publiques, car les entrepreneurs indiens étaient nombreux. Même dans les premières années du XXe siècle, beaucoup d'hommes s'étaient mis à rêver. Tel cet exemple de ce jeune Parsi venant du Gujarat qui avait échappé aux persécutions religieuses. Jamsetji avait compris l'importance de la révolution industrielle à l'Ouest et les répercussions qu'elle pouvait avoir sur son propre pays. Le village qui porte désormais son nom au Bihar est la preuve tangible de son génie. Les générations successives portant le nom de Tata étaient devenues le synonyme du progrès industriel dans l'ensemble du pays. Les générations successives portant le nom de Tata étaient synonymes de progrès industriel pour l'ensemble du pays. Après l'indépendance, la bonne santé des entreprises privées suscita quelques suspicions. Plusieurs lois furent promulguées afin de contrôler et de restreindre les entreprises privées. En effet, le gouvernement voulait éviter que le pouvoir économique soit aux mains des plus grandes entreprises. Mais cet étalage de contrôle, d'autorisation et de permis avait généré un climat malsain entre les hommes politiques, les bureaucrates et les industriels. En 1961, une étude officielle montra que 2% des entreprises possédaient 53% des capitaux privés, tandis que 86% des autres possédaient 15% des capitaux. Pour la plupart des observateurs, il paraissait évident que ce système de quotas avait créé de réelles distorsions au sein du système. Les affaires et le commerce en Inde sont comme l'eau. L'eau trouve toujours son chemin à travers les embûches. Et si elle ne peut trouver son chemin, elle s'infiltre dans le sous-sol. Donc c'est ce qui s'est passé en Inde. Quand les affaires et le commerce ont été confrontés à une réglementation indienne excessive, ils sont devenus souterrains. Une économie souterraine très importante s'est développée. Il s'est aussi développé une importante économie d'échange avec l'étranger, que personne ne connaît. J'ai estimé que plus d'une centaine de milliards de dollars en monnaies indiennes sont sortis du pays. L'économie du pays
commença à stagner et la crise fiscale atteignit des proportions alarmantes. Pour les experts, l'économie avait besoin d'une thérapie de choc. Si l'économie indienne voulait se défaire de ses chaînes, il était temps pour elle de s'aligner sur le système global. En novembre 1989, Rajiv Gandhi avait perdu les élections et le parti du Congrès était dans l'opposition. L'ancien ministre des Finances de Rajiv Gandhi, V.P. Singh, fut à la tête des partis de coalition. À la fin des années 1990, le BJP, l'allié électoral de V.P. Singh, décida d'organiser un pèlerinage en faveur de la construction d'un temple au lieu si souvent contesté de Babri Masjid à Ayodhya. Le BJP retira son soutien au gouvernement lors de l'arrestation de M. Advani. Le flou politique qui s'ensuivit cacha une sombre réalité. Les économistes expliquent que les 40 dernières années avaient laissé l'économie au bord de la crise financière. Chandra Shekhar, le jeune Turc envoyé par Rajiv Gandhi lors des combats de 1969, devient Premier ministre en remplacement de V.P. Singh. En mai 1991, lors de la campagne électorale, Rajiv Gandhi trouva la mort dans un attentat à la bombe près de Madras. Narasimha Rao prit la direction du parti du Congrès et décida une action radicale en faveur de l'avenir. Quand notre gouvernement est arrivé aux affaires, nos réserves en devises étrangères avaient totalement disparu. Nous n'avions même pas d'argent pour importer les choses les plus essentielles dont nous avions besoin. Aucun étranger ne voulait donner ou prêter de l'argent à l'Inde. Même les Indiens non résidents, qui avaient conservé de l'argent dans nos banques, fermaient leurs comptes. C'est dans cette situation difficile que nous avons dû mettre en gage de l'or auprès de la Banque d'Angleterre, pour obtenir un prêt, même modeste. C'est de cette situation dont nous avons hérité. C'était une situation très humiliante pour l'Inde. Et nous avons décidé que nous devions tout mettre en œuvre pour qu'une telle situation ne puisse plus se présenter. Le but des réformes économiques de 1991 était d'encourager ce très grand esprit d'aventure et d'entreprise qui existe dans notre pays. Il s'agissait de lui permettre de s'exprimer et de l'utiliser pour créer une des économies les plus dynamiques du monde et en même temps l'une des sociétés les plus compatissantes. En 1995, les voitures fabriquées dans la grande usine de Noida, dans l'Uttar Pradesh, symbolisent une des nombreuses facettes de l'économie indienne. 50 ans plus tard, l'Inde sort de ses usines des milliers de bicyclettes qu'elle exporte dans le monde entier. Le village de Kochampally, près d'Hyderabad, est aujourd'hui connu dans le monde entier pour ses célèbres saris tissés. Les coteaux produits dans les usines de textiles d'Ahmedabad arrivent au 3e rang mondial. L'histoire contemporaine de l'économie indienne bascule sans cesse entre tradition et modernité. Avec la libération, l'Inde est entrée de plein fouet dans une ère économique nouvelle. Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les problèmes du pays soient réglés.
Une politique économique performante est celle qui profite à l'ensemble des citoyens d'un pays. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande